C'est une petite dent de lait, un grand pas pour la préhistoire. C'est une découverte qui bouscule nos certitudes sur nos origines même. Une dent de lait donc qui bouleverse ce que l'on pensait savoir de notre espèce Homo sapiens et de son apparition en Europe. Cette grande découverte, on la doit à l'équipe d'archéologues et de paléoanthropologues emmenée par le spécialiste de Néandertal, Ludovic Slimak, que nous avons le plaisir de recevoir. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, Ludovic Slimak. Vous êtes l'auteur du livre Néandertal nu. C'est aux éditions Odile Jacob. Vous êtes professeur à Toulouse, chercheur à l'Université Toulouse Jean Jaurès et au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Alors, cette découverte, c'est le fruit de près de 25 années de travail grâce à des fouilles dans la grotte de Mandrin. C'est un abri rocheux qui se trouve dans une commune baptisée Malataverne, c'est ça, dans la Drôme en France. On est dans la moyenne vallée du Rhône, au sud de Montélimar, sur la commune de Malataverne. Et effectivement, après 30 ans de recherche fastidieuse et très longue, on s'est trouvé confronté face à un matériel archéologique tout à fait extraordinaire et qui ne cadrait avec rien. Des collections avec lesquelles on avait beaucoup de problèmes. Et il a fallu 30 ans pour comprendre que c'est parce que ces collections-là n'étaient pas l'œuvre de l'homme de Néandertal, mais d'Homo sapiens, 12 millénaires avant ce qu'on pensait pour Alors l'Europe justement, occidentale. n'en dites pas plus parce qu'on a récapitulé, si l'on peut dire. On espère qu'on l'a fait du mieux possible devant le spécialiste que vous êtes. Je laisse la parole à Anne-Sophie Pierry. Des outils, des fossiles des dents de lait et une découverte majeure. C'est intéressant parce que celle-ci a 54 000 ans et celle-ci en a 52. Et cette dent-là a été retrouvée au-dessus de celle-là. Dans la grotte Mandrin, dans la Drôme, en France, une équipe de 40 chercheurs menée par Ludovic Slimak a trouvé des traces d'hommes modernes, c'est-à-dire d'Homo sapiens, qui auraient 54 000 ans. C'est 10 000 ans plus tôt que celle rapportée jusque-là. L'évolution des sociétés humaines a longtemps été perçue comme linéaire. L'homme néandertal aurait disparu et laissé sa place à l'Homo sapiens. Or, cette découverte prouve que ces sociétés ont pu vivre à la même époque en Europe. Avant, on vivait avec d'autres humanités. Il y avait sur la Terre 4 ou 5 différentes espèces humaines. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Aujourd'hui, c'est nous. Il n'y a plus que les sapiens. La grotte Mandrin aurait même été occupée en alternance entre le Néandertal et le sapiens. Ce que cette découverte de la grotte Mandrin montre, c'est que le remplacement de Néandertal par l'humain moderne n'a pas été un processus rapide. Cela s'est fait sur le long terme avec de nombreux flux et reflux des populations. La compréhension de leur chevauchement semble donc indispensable pour comprendre d'où viennent les hommes modernes. En ultime instance, c'est la question de la dernière grande extinction d'humanité. C'est pourquoi et comment Néandertal s'est éteint. Ça veut dire qu'une humanité pleine et entière peut s'éteindre d'un coup, subitement, et ça devrait nous interloquer. Ludovic Slimak en est convaincu, la grotte Mandrin sera la source, à l'avenir, de nouvelles découvertes sur l'Homo sapiens. Voilà donc Ludovic Slimak. Est-ce qu'on peut dire donc aujourd'hui que nos ancêtres sapiens ont cohabité avec Néandertal ? Jusqu'à présent, on ne pouvait pas vraiment le dire parce que nos résolutions étaient à plus ou moins 1000 ans. C'est la résolution du carbone 14. Et donc, on avait toujours cet inconnu de savoir si hier soir, j'ai dîné avec Jules César à ma gauche ou Charlemagne à ma droite. Ouais. Et donc, à plus ou moins 1000 ans, on sait jamais. Et à la grotte Mandrin, il y a bien sûr le recul dans le temps de 10 à 12 millénaires quant à l'arrivée d'Homo sapiens en territoire néandertalien. Mais il y a une autre information qui est extrêmement importante, qui est le développement de méthodes par mon équipe. Il nous a fallu plus de 10 ans, 12 ans pour arriver à passer de ces résolutions de plus ou moins 1000 ans à plus ou moins 6 mois. Et c'est des analyses réalisées sur les suies déposées sur la paroi de la grotte. J'explique ça dans Néandertal nu. En fait, ce basculement-là, ce chavirement, cette transgression du temps nous a permis de définir que le temps qui s'était passé entre le dernier feu néandertalien dans cette grotte et le premier feu d'Homo sapiens, nos ancêtres, n'était pas 1000 ans du tout, était 1 an, temps maximum. Et donc ces deux populations étaient là sur ce même territoire, soit directement dans la grotte, soit dans le territoire très directement alentour de cette cavité, sachant que le territoire de ces populations nomades représentait plusieurs milliers de kilomètres carrés autour de la grotte. Donc les deux populations, à un moment donné très particulier, sont là
dans cette moyenne vallée du Rhône. Alors dans votre livre Néandertal nu, vous prenez un angle fascinant. Vous racontez comment Néandertal, notre cousin disparu, après avoir été vu comme une brute, si l'on peut dire, une brute épaisse, fait l'objet depuis maintenant 10, 20, 30, 40 ans d'une entreprise de réhabilitation. Oui, on le réhabilite, on le présente de plus en plus comme presque un semblable en fait. Pourquoi ? Parce que je pense que il est presque impossible de penser une humanité pleine et entière. Ce qu'on voit de Néandertal, ce sont des artisanats extrêmement fins et en même temps quelque chose qui ne serait pas nous. Et je pense que les écoles de pensée scientifique sont, à un moment donné, se sont enlisées, sont tombées dans ce piège en faisant soit d'un côté quelque chose de radicalement différent, un homme sauvage, soit de l'autre côté quelque chose qui ne serait que nous. Mais il y a un tournant, c'est la Seconde Guerre mondiale, vous dites. C'est quoi ? C'est la peur de l'altérité. C'est-à-dire que c'est la question de la... On a, jusque tout le 19e siècle, jusqu'au milieu du 20e siècle, on a hiérarchisé les populations humaines. Et on voit où ça nous a mené. Ça a été une catastrophe. Ça a été les pires génocides qu'on ait jamais enregistrés dans notre histoire. En infériorisant l'autre. On a infériorisé, on a mis les Blancs au-dessus, et c'était une catastrophe. Et forcément, après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit, tout doit être horizontal. Mais le problème de l'horizontalité ou de la verticalité, de savoir si je suis au-dessus ou en dessous, c'est pas la bonne question. La question, c'est est-ce qu'on peut être pleinement humain et ne pas être ce que je suis ? Et si la définition, si on doit dire que pour être pleinement humain, tu dois être ce que je suis, c'est la définition même du racisme. Et finalement, en voulant bien faire, on est tombé dans un piège. Et je pense que depuis plusieurs décennies, on a enfermé Néandertal dans une image qui est notre propre image, qui est un miroir et qui n'est pas ce qu'il fut. Et Néandertal nu propose pour la première fois une tentative d'entrer dans la tête de Néandertal et de dire quels sont ses comportements et comment s'inscrivait-il au monde. Alors justement, vous prenez par exemple les sépultures, vous prenez notamment les parures et l'art. Prenons des exemples concrets. Si on prend les sépultures, vous dites que Néandertal, on a des preuves notamment dans les rites qu'il y avait par exemple une empathie pour les plus faibles. C'est cela ? Oui, il est absolument avéré que chez ces populations, on a pris soin des plus faibles, des enfants en bas âge ou des vieillards édentés, et on leur a préparé des bouillies, on les a entretenus, on leur a permis de vivre avec le groupe. On avait évidemment la perception du caractère unique de chaque individu qui ont pu être enterrés. Mais en même temps, je relève dans Néandertal nu que cette empathie-là, on la retrouve chez les grands singes, et que même la perception de l'unicité de l'individu qui vient de mourir existe chez les chimpanzés. Et on a... Notamment chez Pansy, vous prenez l'exemple de Pansy dont les derniers moments ont été filmés et on voit ses proches, sa fille auprès d'elle pour l'accompagner, c'est exactement pour lui faire des ça. caresses. Et finalement, donc on a toute une veillée mortuaire qui a été filmée chez les grands singes. Donc il faut pas qu'on se projette en disant nature et culture, et quand on recule dans le temps, en fait nature et culture c'est la même chose, et la question c'est d'essayer de comprendre l'intégralité du vivant pour comprendre comment est-ce que l'homme s'insère. L'homme est un animal, c'est un singe nu. Ouais. Et donc là, le piège, ce serait de penser quoi ? Que Néandertal est comme nous parce qu'il a de l'empathie, alors qu'en fait, c'est plus notre trait commun, c'est l'animalité, en fait, presque. Ça le ramène dans le règne des vivants, dans le règne des grands primates. Et c'est un grand primate comme nous sommes un grand primate, mais ça ne le limite pas à nous. Et on est tombé dans ce piège, on dit, regardez, il a des sépultures, donc il est comme nous. Et je pense que Néandertal nu essaie de recadrer et de repenser cette humanité, sachant que mon point de vue, mon regard, c'est celui d'une personne qui a passé 30 ans en grotte, à le traquer, à aller dans ses lieux de vie, dans ces espaces où il enterrait ses morts, dans les espaces où des fois il a pu les manger par cannibalisme. Vous en parlez dans votre livre notamment. Et je développe ces questions du cannibalisme, ces questions des sépultures, ces questions des territoires. C'est un livre de voyage. Alors, il faut vraiment bien comprendre, je pense que du point de vue intellectuel, il n'y a aucune concession. Et j'ouvre même, j'ai des collègues qui m'ont contacté à la suite de la lecture de ce livre qui m'ont dit, des spécialistes de Néandertal qui m'ont dit, c'est incroyable, tu as mis les mots qu'on cherchait sur cette humanité, et en même temps, d'autres personnes me contactent me disant, mais c'est un livre extraordinaire, c'est un livre de voyage. Ouais. Prenons notamment aussi la question des parures. Je disais, Néandertal, dites-vous, avait exploité des oiseaux. Est-ce que vous pouvez nous donner cet exemple et en quoi, là aussi, il est parlant et il nous enseigne des choses sur le piège peut-être sur lequel on s'est refermé ? Oui, alors...
On s'est aperçu à partir du début des années 2000 que les grandes rémiges, les grandes plumes à l'extrémité des ailes des oiseaux avaient été récupérées sur un site du nord de l'Italie qui s'appelle Fumane. Et immédiatement, on s'est dit, mais ça se mange pas, on peut rien en faire. C'est donc qu'il s'était paré de plumes. Et petit à petit, on s'est mis à trouver ce genre de plumes dans des sites de plus anciens et jusqu'à 420 000 ans, le site de Kézem du côté du Levant méditerranéen. On s'est dit, mais alors à 420 000 ans, c'est toujours des Indiens des plaines, c'est des Iroquois, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je suis tombé sur cette phrase, je dis dans Néandertal nu, cette phrase de Jean Mallory, notre explorateur polaire, et qui décrit lorsqu'il était avec les Inuits, qu'il récupérait les grandes rémiges et qu'il suçait la moelle des plumes à l'intérieur, qui est en fait extrêmement riche en protéines, donc extrêmement nutritif, et que on ne peut pas interpréter du tout ces éléments comme des éléments de parure. Peut-être qu'ils l'étaient, en tout cas on n'a pas les éléments de démonstration. Et je pense que pour systématiquement chez Néandertal, tout ce qu'on a trouvé sont des éléments non conclusifs. Et bon, on s'arrêtera là, on vous laisse lire ce livre fondamental, Néandertal nu de Ludovic Slimak. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, c'est un vrai plaisir. Merci à vous, plaisir partagé.